Un des constats, c'est que si tu demandes à 10 personnes, allez, il y a 2 personnes qui vont avoir lu le document quand ils débarquent dans la réunion, le reste, ils l'ont pas lu. Donc, en fait, l'idée, c'est justement d'offrir ce temps de réflexion et de prise d'information à l'intérieur de cet événement qu'on a ensemble pour pouvoir aller à la prise de décision. Et c'est très important de respecter ce temps-là et d'en faire quelque chose d'efficace et avec de la valeur, quoi. Bienvenue dans Collaboration Solved, le podcast. Moi, c'est Pierre Cyril, tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, on va regarder comment on décrypte un petit peu la culture de l'écrit, comment est-ce que ça peut rendre vos meetings efficaces et actionnables à travers l'utilisation d'un document qui va vraiment structurer votre meeting. Ce qu'on constate régulièrement, c'est que les meetings sont considérés comme une perte de temps. On a des personnes qui sont invitées et qui ne savent pas nécessairement comment participer. L'agenda n'est pas clair. Il n'y a pas vraiment de structure. Ou on va avoir des personnes qui vont argumenter sans fin. Et parfois, ça va prendre plusieurs meetings avant qu'on puisse arriver à cette décision-là. Donc, on va regarder en détail comment est-ce qu'on fait pour préparer un document de synthèse qui va nous permettre d'aligner tous les participants sur les objectifs de la réunion. Comment est-ce qu'on structure cette discussion pour capturer tous les avis des participants qui vont nous permettre de prendre une décision plus rapidement. Pour ça, j'ai invité Cyril Blanchet, manager IT chez Amazon, qui sont connus pour avoir une structure de meeting très particulière, et on va regarder avec lui comment est-ce que tout ça se passe de l'intérieur. Mais tout d'abord, il va nous raconter l'histoire de son premier jour quand il est arrivé chez Amazon et qu'il a participé à une réunion qui a juste exploser sa tête. On va regarder exactement ce qui s'est passé et ensuite on va aller décrypter les différentes étapes qui permettent d'avoir ces réunions efficaces. Je vais commencer par une anecdote, c'est le premier meeting dans lequel j'ai débarqué chez Amazon, j'ai rien compris. C'est-à-dire que débarque en tant que manager dans l'équipe. Donc en tant que manager, tu as aussi cette espèce de rôle de gardien de la culture de la compagnie. Euh, alors quand tu es toi-même en ramp-up sur cette culture-là, il y a une espèce de dichotomie qui se passe où t'es attends là, faut que je transmette un certain nombre d'éléments de culture que je suis moi-même en train d'apprendre. Je suis moi-même en train de monter en compétence sur ces affaires-là. Donc quand j'arrive dans cette rencontre-là, c'était quelque chose qui était full à distance. Et là, silence total. Donc là, j'attends 1 minute, 2 minutes. Je me dis, mais est-ce qu'on attend quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne se passe? Donc là, je commence à envoyer des petits messages Slack, behind the scene à un certain nombre de gens qui font partie de ce meeting. Je dis on attend quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est le silence de mort. Je vois les caméras dans les salles de meeting avec des gens qui sont sur leur ordinateur. Personne ne se parle, que se passe-t-il? Et donc c'est là qu'on m'introduit au fameux effet mémo, donc qui est un des mécanismes principaux de nos rencontres chez Amazon, qui consiste en fait à commencer la majorité des meetings par de la lecture de documents. Et en fait, chacune de nos réunions sont supportées par des documents qui ont pour objectif d'aligner sur quel est le sujet, quel est l'objectif du meeting, de quoi on va parler, et d'élaborer un certain nombre de détails techniques, et donc de décrire un certain nombre d'options. En fin de compte, on a une synthèse qui peut aller de 2 pages à 6 pages maximum, écrite, de ce que l'organisateur de la réunion souhaite présenter et défendre comme point de vue ou comme solution. Et donc on passe, dépendamment du sujet, un bon 20-30 minutes à lire le document en silence. C'est la première étape de chacun de nos meetings. Et donc c'est assez déroutant. J'ai jamais eu cette expérience-là avant. J'ai compris qu'il fallait que je clique sur le lien qui était dans le chat,
et que je lise ce document avant de commencer toute discussion. Donc là, on vient d'avoir un survol avec Cyril de son premier jour chez Amazon. On a vu une partie de la mécanique de comment se passait la réunion. On va y revenir en détail après. Mais d'abord, on va se concentrer sur la préparation. Donc, comment est-ce qu'on crée ce document-là qui va servir de structure pendant le meeting? Avec qui on va le préparer? De quel type d'information est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'elle est suffisante pour partir à un meeting? Et surtout, une fois qu'on est prêt et qu'on a suffisamment d'informations, qui est-ce qu'on doit inviter dans notre meeting? En fait, généralement, quand tu fais l'exercice toi-même de passer à travers la création d'un tel document, tu te rends compte assez vite, je te dirais dans la première demi-heure, quand tu draftes ton document, ça t'a forcé en fait à dézoomer. Tu vois, parce que ton réflexe n'a pas été de booker la réunion, ton réflexe a été de faire une pause, de zoomer out sur le sujet et d'y réfléchir, ne serait-ce que 30 minutes. Tu te dis, ok, est-ce que là je démarre ce document, est-ce que là je suis en train de faire un truc qui vraiment sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose d'engager autant de personnes pendant 1 heure sur ce sujet-là? Ou est-ce que pour ce sujet-là, je ferais pas mieux juste de lancer un message dans Slack et premièrement de voir ce que ça donne? Et peut-être que par la suite, après un certain nombre d'échanges sur Slack, on va se dire, ok, j'ai réuni un certain nombre d'informations que j'avais pas quand j'ai drafté mon 30 minutes, mon truc. Et peut-être que là, maintenant, j'ai plus d'infos et là, on peut aller au meeting à ce moment-là, tu vois. Donc, en fait, ça te force à te dire, ok, réfléchis sur ce que tu es en train de faire avant d'engager du temps de gens qui sont aussi occupés, en fait. C'est ça le postulat. Le postulat, c'est tout le monde est occupé, tout le monde est full, complet. Donc, avant d'engager ton temps et le temps d'autres personnes, réfléchis. Mhm. C'est extrêmement rare qu'un document arrive dans une réunion sans avoir été revu par un certain nombre de joueurs avant la réunion. En tant que responsable de la réunion, quand tu travailles sur ce document-là, tu vas chercher du feedback de manière asynchrone avant le meeting, généralement avec soit des gens à l'intérieur de ton équipe, soit avec des joueurs extérieurs si ta solution ou ton idée implique des équipes extérieures. L'idée, c'est pas non plus d'avoir une full surprise au moment du meeting. Tu veux généralement éviter que tout soit complètement retoqué lors du meeting. Si tu fais ça, c'est que tu as généralement mal travaillé ton sujet. Et l'outcome du meeting, c'est vraiment la prise de décision. On a cette solution, on veut stamper la solution. On a ce statut sur telle initiative. On stamp les étapes suivantes avec nos stakeholders. Tu vois, c'est vraiment c'est du décisionnel le meeting. C'est pas de l'informationnel. Donc la prise d'information, la prise de différents points de vue, de différents acteurs, de différents niveaux et connaissances, elle se fait en amont généralement pendant ta préparation. Un des guidelines, c'est généralement quand même de mixer un certain nombre de profils différents. Donc je m'explique, tu fais rarement une prise de décision par exemple qu'avec des développeurs juniors. Tu vas essayer d'avoir un mix de développeurs plus seniors, parfois même de ce qu'on appelle des principal engineers et qui ont une vue plus transversale des différents systèmes. En fait, l'idée c'est d'essayer d'avoir le maximum d'angles de vue différents sur le même sujet pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort ou de zone d'ombre à la sortie du meeting. Et parfois même, tu peux inviter des gens qui sont carrément extérieurs à ton équipe pour faire en sorte que tu aies des points de vue vraiment complètement différents. Il y en a plein de personnes qui mettent le lien du document en avance. Moi je fais partie de ces gens-là. C'est utile pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, participer au meeting et qui peuvent, de manière asynchrone, parfois, juste faire la phase de commentaires dans le document en dehors du meeting. Donc ça arrive aussi.
je suis double booké, ok, je peux pas venir, mais de manière asynchrone, je vais aller lire le document, le commenter, et donc tu peux réutiliser ces intrants-là. Alors c'est plus difficile parce que quand tu arrives dans la phase du débat, si tu as un commentaire pertinent d'une personne qui est pas dans le meeting, là t'es un peu tout nu, quoi. Tu dis, ok, bon, bah celui-là, ça va être compliqué de débattre, la personne n'est pas là. Donc là, soit quelqu'un jump dessus et c'est cool, soit bah tu le gères a posteriori, quoi, mais ça arrive. Par exemple, un document de promotion d'un ingénieur, c'est quelque chose qui prend 360 feedback, etc. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Mais pour une solution technique, en général, si tu passes plus que, je te dirais, 2-3 jours sur ton document, c'est déjà que c'est un peu overkill. Déjà, ça doit commencer à allumer quelques lumières. Des jours complets ou des heures accumulées qui font que c'est quasiment Ouais, non, ouais, 72 c'est heures ça, de c'est en travail. effort. Ouais, en effort, ça peut être ça, ouais. Donc, et ça peut être étalé sur une semaine, mais tu sais, tu mets bien un bon 2 jours sur ton doc, ça c'est assez, ouais, assez standard, je pense. Alors après, il faut pas tomber non plus dans le je raffine tellement mon idée qu'à la fin je livre rien du tout. Tu vois, ça peut être un downside du truc, quoi. Donc là aussi, on a des mécanismes et des garde-fous, et de dire, ok, ton idée, elle est cool, l'action item, la décision qu'on prend, c'est va en preuve de concept, par exemple. Tu vois, et arrête de refiner, en fait. Va, go. Et ça peut être une prise de décision comme un outcome d'une revue de solution, par exemple. Voilà, le document est prêt, la réunion est planifiée, les personnes sont invitées, et là le meeting commence. Comment est-ce qu'on s'aligne tous ensemble sur ce sujet-là, mais sans se parler? On va regarder la mécanique, la structure. On va regarder aussi comment est-ce qu'on prend les questions des participants. Et on va répondre à une question toute bête, mais est-ce que je dois vraiment rester dans ce meeting? Les meetings en général sont de 55 minutes. On essaye d'avoir un battement avant-après de quelques minutes pour laisser les gens arriver, etc. Je te dirais que c'est pas rare d'avoir une bonne moitié de la rencontre qui est dédiée à la lecture du document, à la compréhension du contexte, à l'analyse des détails. Donc la phase de lecture, elle n'est pas uniquement passive. On va aller annoter le document, on va aller le commenter, on va aller poser un certain nombre de questions, comme dans un Google Doc ou quelque chose comme ça, d'aller highlighter une partie du texte, puis de faire un commentaire dessus en demandant des précisions, en demandant des éclaircissements sur certaines formulations. Et en fait, ces différents commentaires vont être un entrant à la seconde phase du meeting où on va passer en mode discussion. Et ce qui est intéressant en fait avec cette approche-là, à mon avis, c'est que tu arrives à avoir un alignement sur le contexte et sur l'objectif. Euh, et tu vas avoir cette demi-heure qui va permettre de mettre tout le monde au même niveau, de s'accorder sur quel est le sujet. Et après, tu as cette seconde phase où là, bah, tu vas vraiment aller plus profond dans les sujets. Et là, tu passes en mode débat, un petit peu plus classique, je te dirais. Mais toujours supporté par le document et par les différents commentaires qui sont là. Donc, généralement, après la phase de lecture, on passe à une discussion sur des commentaires généraux. Et après, on va, commentaire par commentaire, aller essayer de répondre à ça. Inclus dans le document, tu as l'objectif de la rencontre en elle-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant cette phase de lecture, tu as l'opportunité de quitter le meeting. Euh, Puisque en fait l'idée c'est de dire ok, je prends connaissance du sujet, ça peut être une prise de décision, ça peut être l'identification d'actions de suivi. À n'importe quel moment du meeting, tu es vraiment invité à quitter le meeting si tu penses que tu n'as pas de valeur à apporter à ce sujet-là. Donc là, il y a un élément de culture là. Il y a certaines compagnies où c'est mal vu, ça peut être mal interprété le fait de quitter le meeting, mais c'est tout à fait acceptable et même recommandé, puisque l'idée principale de ce mécanisme de meeting, c'est d'optimiser le temps de tout le monde. Et l'idée chez Amazon, c'est que chaque
individu est un leader. Okay. Donc on n'attend pas que la culture soit uniquement véhiculée par le leadership, le management ou des choses comme ça. Chacun est responsable un petit peu de ça. Et alors évidemment, moi j'ai débarqué dans, dans cette rencontre-là avant d'avoir complété cette partie-là de mon onboarding. Donc c'est pour ça que j'ai été particulièrement étonné. Différents mécanismes, peut-être on pourra faire un autre podcast là-dessus, mais sur ce qu'on appelle les leadership principles chez Amazon, qui sont un petit peu la table des lois et les différentes guidelines que chaque individu doit suivre chez Amazon. Et donc, un des leadership principles, c'est la partie d'ownership. À travers ça, l'idée, c'est de dire, on est toutes et tous des grands garçons ou des grandes filles, et donc, on favorise la prise de décision. Et si tu dois quitter un meeting, par défaut, on te fait confiance en fait. C'est-à-dire que si tu as quitté ce meeting et que tu penses que c'est pertinent, c'est que ça l'est en fait. Et si ça ne l'est pas, de toute façon, ça reprendra naturellement à un moment donné, et tu verras par toi-même les conséquences d'avoir loupé ça, quoi. Les leadership principles, ça, j'invite tout le monde à googler ça. Les leadership principles chez Amazon sont publics, donc tu pars du meeting, c'est correct. Personne ne va rien dire. Maintenant que les questions sont posées, que les personnes sont un petit peu plus alignées sur le sujet du jour, on va regarder quel est le déroulement qui permet de faciliter le débat, la prise d'opinion. Comment est-ce qu'on fait pour que ça reste constructif, que ça ne tourne pas en rond? Comment est-ce qu'on fait pour noter les points d'action qui découlent de ça? Et surtout, qui s'occupe de faciliter cette discussion? En général, la personne qui organise donc la rencontre va être par défaut le facilitateur de cette rencontre. Et peu importe son rôle. Donc ça peut être un développeur qui fait ça peut être n'importe qui dans l'équipe. À partir du moment où tu organises la rencontre, tu es responsable de ce fameux document qui va être le support. Et tu es responsable d'animer principalement la deuxième phase du meeting, où on va plus rentrer en mode débat, etc. Et là, on a un mécanisme assez simple et classique finalement dans la deuxième partie. Donc comme je te le disais, on lit. Ensuite, le owner de la rencontre va inviter les différents participants à utiliser une main levée, une petite fonctionnalité dans notre outil pour lever la main virtuellement. Et ensuite, on va y aller par ordre. Donc, on va commencer par des retours généraux. L'idée, en fait, n'étant de ne pas perdre de temps dans les commentaires, dans le détail, tout de suite, si jamais il y a des points qui sont mis en valeur directement par la majorité des participants, sont intéressés sur pourquoi est-ce que le statut de cette initiative il est rouge, qu'on on va préférer passer notre temps et investir notre temps collectif sur ce point important versus aller répondre à un petit commentaire quelque part. Puis après, selon le temps qui reste dans le meeting, on va aller dans le détail répondre à chacun des commentaires. Si c'est pas fait pendant le meeting, le owner de la rencontre va aller répondre à chacun des commentaires après le meeting. Donc quoi qu'il arrive, chacun des commentaires dans le document est répondu. Parce qu'on part du principe que chacun des commentaires potentiellement peut lever un sacrément bon point qu'on aurait pu éventuellement louper parce qu'on n'a pas cet angle de vue-là. Dans la phase de débat, le propriétaire du meeting a également une section d'action item qui peuvent résulter en fait de la discussion du débat. Donc grosso modo, c'est soit on a pris une décision, soit donc elle va être documentée, même du document qui supporte la réunion. Donc en fait c'est self-contained, si on peut dire. Tu sors de ton meeting, c'est déjà documenté. Tout est écrit, les commentaires sont répondus. Et tu as une section d'action item. Donc tu peux prendre une décision, par exemple dire on va faire X. Par contre, après la phase de débat, on a 3 action items qui ressortent de ça. Il faut que tu les listes et il faut que ça se transforme en élément de backlog à un moment donné quelque part.
Et donc ça, c'est aussi la responsabilité du propriétaire de la réunion de faire ça. Un autre leadership principle, c'est have backbone, right? Ça veut dire, tu as raison et tu dois expliquer aux autres pourquoi tu as raison. Ça fait partie aussi de la culture. Tu vois. Donc l'idée, c'est pas d'éviter d'être un yes man et dire tout le temps oui, ok, on fait ça. Non. Tu as tes propres opinions, tes propres avis, amène-les à la table, on va en discuter et cette pluralité, ça va former un tout qui va nous aider à prendre des meilleures décisions. L'idée, c'est de sortir du sentiment et c'est d'être data-driven. Assez vite, les différents participants dans la rencontre, si on voit qu'il y a une discussion qui tourne un petit peu en rond ou qui n'est pas basée sur des faits ou des données, cette discussion-là va être recadrée par le groupe pour dire, OK, a-t-on le bon niveau de données ou pas? Si on n'a pas les bonnes données pour dire l'option A est meilleure que l'option B, à ce moment-là, c'est là où on active le fameux action item, et donc ça va devenir un outcome de la réunion, de dire, OK, sur ce point-ci du débat, ou de la solution, ou peu importe, on n'a pas dans ce document les éléments nécessaires pour prendre une décision. Donc, quelle est l'action de suivi qui va nous permettre de pouvoir prendre la décision a posteriori? Très fréquemment, moi je vois dans les rencontres quelqu'un dire à un moment, ok, stop, qu'il soit facilitateur ou pas, on s'en fout. Y a pas de hiérarchie dans la rencontre. Donc, peu importe quel est ton niveau de seniorité, quel importe ton poste, etc. On s'en fout. Tout le monde, à partir du moment où tu es autour de la table, chaque voix compte de la même façon. Chacun est responsable de recadrer le débat s'il pense que ça va pas dans le bon sens. Tu peux avoir genre deux personnes, typiquement, tu sais, qui confrontent des points de vue dans un meeting. Et puis là, ça peut vite. Bon, bah, on va vous laisser. Vous êtes tous les deux à discuter, mais. Et t'as quelqu'un autour de la table qui va dire, ok, stop. Est-ce qu'on peut en venir au truc concret? Les faits, les données. Et si on n'a pas les données, c'est quoi qui nous manque? On identifie une action item pour aller les chercher les données. Et on parque ce sujet-là a posteriori. Et voilà pour le survol de la structure d'un meeting efficace chez Amazon avec l'utilisation du mémo. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait préparer en amont la discussion, s'assurer qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir commencer un meeting, puis aussi comment est-ce qu'on faisait à l'intérieur du meeting pour s'aligner sans se parler, répondre aux questions, prendre des points d'action. C'est bientôt la fin, n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Avant de terminer, Cyril va nous donner ses points préférés, des choses qu'il aimerait que tu mettes en place dans ton environnement de travail pour aller améliorer un petit peu la pratique. Je te remercie pour être resté jusqu'au bout et à très bientôt. Ce que j'aime sur la partie de document, c'est que, ça force l'organisateur de la rencontre à vraiment se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'une rencontre ou pas? C'est que, avant de passer 3-4 jours sur un document que tu vas présenter à d'autres gens, je pense que tu te poses vraiment la question, ok, est-ce que j'en ai besoin? Ça réduit le nombre de meetings inutiles. Le second point que j'aime bien, avec l'approche écrite, c'est que dans certaines compagnies où j'étais dans le passé, la forme prend le pas sur le fond. Et en fait, tu peux te retrouver avec une idée ou une solution qui passe parce que tu as un master du PowerPoint qui est là et qui va t'envoyer des étoiles dans les yeux avec un super PowerPoint de l'espace. Mais en fait, le fond du message, il est pas là en fait. Et avec le mécanisme qu'on a chez Amazon, si tu n'as pas de fond, c'est assez vite détecté en fait. Puisque la forme n'importe pas en soi. C'est ton schéma, s'il est moche, tout le monde s'en fout. C'est est-ce que je le comprends ton schéma? Est-ce que le résultat de ton schéma, de ton diagramme, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Bon, je m'en fous que tu aies mis des beaux icônes, des beaux petits bonhommes, ça ne change rien. Ce que j'ai vu dans le passé, c'est que des fois ça changeait.
en effet, quelque chose. Un des défis d'aller avec de l'écrit, etc., c'est que tu peux potentiellement mettre de côté un certain nombre de personnes qui auraient des difficultés à la lecture, par exemple, qui auraient certaines difficultés avec de la dyslexie et qui sont plus à l'aise à l'oral, par exemple. Tu vois, bah là, ça serait beaucoup plus difficile d'aller transmettre une idée et de pouvoir la défendre avec ce mécanisme-là. Mais c'est exactement le même problème avec une approche PowerPoint et des présentations. T'as des Ouais. gens qui vont, si tu leur demandes de faire une présentation PowerPoint, ils vont se liquéfier et ils vont être incapables de passer leur message. Et ils auraient été capables peut-être de le faire avec un document, tu vois, qu'ils auraient préparé à l'avance, etc. Donc en fait, quand je te dis, oui, ça peut poser des questions sur l'inclusion, tous les modèles en fait, tous les modèles peuvent t'emmener là. Mais